Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 17 décembre 2015. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Ça va Denis, en content de ce nouvel épisode. Ah, moi je suis très content aussi. On va rentrer encore, comme on le fait d'habitude, mais ici dans un autre type de sujet qui est tout ce qui est ASP.NET, MVC, etc. Et pour ça, on est aujourd'hui accompagné également d'Arnaud Weil. Je ne sais pas si je prononce bien, tiens, je ne t'ai pas demandé avant. Bonjour, je Bonjour. préfère Veil, mais Veil. toutes les prononciations sont acceptables. Voilà. Au Donc, départ, je pensais que c'était allemand, mais non, c'est plus Oui, espagnol alors. oui, non, si, c'est d'origine allemande, donc Veil irait très bien aussi. Mais je suis habitué à Veil, mais c'est pas grave du tout. Non, on va C'est le pas que prononcer n'importe. comme il faut. T'es la meilleure personne pour savoir comment on le prononce, je pense, ça doit être bon. Et donc, tu viens de publier un livre qui s'appelle Learn ASP.NET MVC, qui est disponible entre autres sur Amazon, en e-book ou en brochet. Je ne sais pas s'il y a d'autres endroits également, ou si c'est par là que tu préfères qu'on regarde pour retrouver le bouquin. Oui, alors Amazon est un très bon point d'entrée, ça me va parfaitement. Il y a d'autres endroits, il y en a un où on peut l'avoir un tout petit peu moins cher, qui est leanpub.com, Leanpub.com pour la version électronique. Ah ouais. Mais pour la version papier, Amazon, ça reste le meilleur endroit. Et même pour la version électronique, je pense que c'est un bon point. Donc, Et bon c'est point d'entrée. super. Et à mon tour, juste de dire que je suis très flatté de pouvoir d'être invité à ce podcast. J'ai vu et écouté les épisodes précédents qui sont de très haute qualité avec des intervenants en plus de haute qualité. Donc, je suis flatté. Merci de m'inviter. Ah ben non, merci à toi. Et c'est vrai que on a eu la chance il y a quelques semaines, et encore le dernier notamment, d'avoir aussi effectivement des personnes de qualité, mais t'en es une aussi, donc on va pouvoir continuer ce podcast sur de bonnes voies, donc sans problème. Avant de parler d'ASP.NET, je présente un petit peu quand même Arnaud. Ouais, Ça vas-y. te dit, bon, qu'en fait, si on regarde un peu ton autoportrait sur Amazon, tu écris que gamin, tu contrôlais déjà des trains électriques avec un Atari ST. Ah, tout de suite, moi j'ai accroché, parce que bon, là, je viens de ce monde-là, on doit être du même âge. On doit pouvoir. Euh, Oui, on passe à la domotique aujourd'hui. C'est ouais, non, extrêmement. mais ouais, t'es assez branché en fait domotique de toute façon. Après, adolescent, tu as créé l'un des premiers navigateurs web avec un ordinateur de poche. Tu peux nous parler un peu plus de ça? Alors, Alors, en quelques mots, hein, c'est pas le débat, mais. tout à fait, c'est l'un des premiers sur cet ordinateur de poche. Au tout début de l'informatique de poche, il y a une marque qui a existé pendant un moment qui s'appelait Psion, qui a eu un succès pas mal, surtout en Angleterre. C'est une marque anglaise d'ailleurs. Ah, c'est mon Et premier agenda électronique, moi, l'option. voilà, c'est ça l'option. Donc, ils avaient l'organiseur 2 qui avait un super succès. Et moi, quand je m'y suis intéressé, ils en étaient option série 3, qui était un petit bijou, une sorte de micro-ordinateur qui se repliait sur lui-même, un peu comme plus tard le Nokia 93 000. Mhm. Donc, avec un clavier, un écran, et puis surtout, il avait un système d'exploitation multitâche 16 bits. Il tournait sur deux piles AA qui lui donnaient plusieurs jours d'autonomie. Et le most du most, il intégrait en interne de quoi le programmer, donc avec un langage qu'ils appelaient OPL, qui était une sorte de mélange entre un langage procédural, un peu comme du BASIC, et qui se compilait sur la machine elle-même pour avoir les softs sur la machine elle-même. Alors de là à faire des softs qu'on pouvait diffuser, il n'y avait qu'un pas, surtout que c'était les débuts d'Internet. Et sur cette machine, il y avait un navigateur intégré qui était fourni par Psion, parce que Internet a commencé à prendre son envol peu après. Le Psion série 3, c'était en 91. Et vers 93-94, Psion a commencé à fournir son propre navigateur avec un petit kit pour se connecter à Internet, un modem qui était 14K à l'époque. Et ce navigateur était assez limité en fait. Donc on a été deux éditeurs en fait à créer un autre navigateur alternatif qui marchait mieux, on va dire, sur des pages sur lesquelles le navigateur d'origine ne marchait pas. Alors le mien s'appelle WebSurf. On peut encore en trouver quelques traces sur Internet si on cherche WebSurf option. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque, j'avais décidé de le diffuser en tant que shareware. Moi, adolescent, dans une petite ville de province, j'avais quand même réussi à le diffuser dans le monde entier. J'avais reçu des cartes postales ou des paiements de gens qui étaient un peu partout dans le monde. Donc, c'était une expérience formidable de voir à quel point on peut changer la vie d'autres personnes depuis sa petite bourgade et ses quelques années d'adolescent. Intéressant. Effectivement, on trouve encore. Je viens de regarder. En 2001, tu sors avec ton diplôme d'ingénieur de l'École centrale de Lyon.
Tu te mets à la l'ASP.NET ou WPF, ou une forme un peu plus avant, je présume. Silverlight, WC, et puis après arrivera le XAML, Windows Phone. Tu as travaillé 2 ans, c'est Winwise, et 2 Oui, autres dans une autre société qui a un siège à Meudon maintenant, pas a priori. oui, un éditeur de Euh, logiciel qui a été racheté par Par Sage Sage, ensuite. voilà, XRT, et maintenant ils ont, c'est plus, on dit plus XRT, mais ils ont une sorte de CRM. Tu as Voilà. travaillé là en tant que chef de projet. Mhm. Depuis 2004, tu es freelance. Voilà. T'enseignes Ce qui ne veut pas également. dire grand-chose. Non, 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 ça veut dire plein de choses en fait, c'est un peu trop de choses. T'enseignes également ta connaissance de développement. Mhm. Tu fournis des conseils pour des équipes de dev et Voilà, c'est pour qu'elles soient le plus efficaces possible hein, dans cet c'est objectif-là. ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Mon objectif en tant que freelance, c'est d'être un catalyseur de développement, d'accélérer les développements. Donc ça peut être former des développeurs, ça peut être leur écrire les pièces fondamentales qui vont leur permettre d'aller très vite après, en héritant ou en les dupliquant. Ça peut être fournir les conseils d'architecture ou ça peut être développer moi-même les solutions quand c'est des petites solutions, quand c'est des logiciels qui peuvent se développer à une personne. Et c'est des formations que tu donnes dans quel cadre? Dans les entreprises directement ou par Alors des j'ai tout fait. centres? J'organise moi-même mes propres formations qui se passent à la gare de Lyon. Ah oui. Ça m'arrive d'aller faire des formations intra-entreprises souvent, donc au sein d'une entreprise qui réunissait développeurs, qui met la salle de formation, qui convient d'un programme, et aussi enfin pour quelques centres de formation où eux organisent les formations, recrutent les stagiaires, donc ça s'appelle une formation inter-entreprise, Ouais, c'est et ça. j'anime la formation. Parfait. Et puis c'est à partir de là que tu as commencé à écrire des livres. Eh ben oui, le passage a été évident une fois que j'ai compris que c'était évident, mais j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Euh, Ça m'est arrivé de créer des supports de cours, beaucoup en fait, et c'est extrêmement laborieux de créer un support de cours parce qu'il faut trouver une démarche pédagogique convenable. Et puis ensuite, un support de cours, c'est quelque chose qui se travaille au fil des formations. On anime la formation, on voit ce qui est mal passé, ce qu'il faut réexpliquer, on améliore ce support. Et donc au final, on arrive avec une espèce de petite perle de l'enseignement et de passer du support à un livre, finalement, ça a été extrêmement rapide pour moi. Là où j'entends tout le monde dire qu'un livre, ça prend énormément de temps, c'est vrai, mais ce temps, je l'avais déjà passé à créer le support de cours. Donc en fait, j'ai encore beaucoup de cours que je veux passer en tant que livre avec cette même philosophie qui est, le livre est lire le livre, c'est comme suivre une formation en accéléré et on est opérationnel à la fin. D'accord. Bon, avant de laisser la parole à Denis, qui va commencer, je tenais quand même à parler du livre de manière générale et à donner mon ressenti. En gros, j'ai adoré ton bouquin. Enfin, Ah bah, j'ai un livre. Il est vraiment agréable à lire. On a l'impression que tu prends par la main le lecteur et que tu nous parles tranquillement. Hein, on découvre, on apprend à utiliser l'ASP.NET MVC. Et d'ailleurs, en première page, tu écris soyons prêts à l'utiliser la semaine prochaine. Tout ça, je te félicite car c'est vrai. Et tu as su aborder le sujet d'une façon extrêmement claire. Et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors bravo, hein, je suis vraiment sincère dans mes propos. On n'a quasiment pas besoin de fondamentaux. Enfin, je veux dire, à part le C# et le HTML, quand même, quoi, un petit minimum. Mais j'ai bien aimé, pas de blablabla au départ du livre. Parfois, ils attendent 2, 3 chapitres pour aller réellement au sujet. Là, toi, la 5e page, bon, on lance Visual Studio. Voilà, c'est le premier truc à faire. On va là-dedans. C'est cruellement, de toute façon, le blabla, ce que je déteste dans d'autres livres. Et d'un autre côté, peut-être une remarque, c'est que je n'ai pas vu un paragraphe qui me disait, bon, bah voilà à quoi ça sert l'ASP.NET. Moi, Mhm. personnellement, c'est vrai, bon, je sais à quoi ça sert, mais je me mets à la place de... Mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que je vais faire avec? C'est le premier truc. Bon, oui, on voit que on va faire un site web, quelque chose, mais voilà, c'est peut-être le seul, je dirais, le point négatif. Aussi, moi qui est très très mauvais en anglais, je m'en suis même pas aperçu que je lisais de l'anglais. Je pense que je deviens bilingue. Ou alors que c'était de l'anglais français. En tout cas, je te remercie et plus que te remercier, je suis ravi que ça ait eu l'effet escompté. Ce livre, le but, c'est vraiment d'aller au grain et de rendre quelqu'un de productif. Je crois que tu n'avais pas d'expérience d'ASP.NET MVC avant.
Et normalement, à l'issue de ce livre, tu dois pouvoir créer ta première application. Alors c'est sûr que il reste la question de à quoi ça sert. Et c'est tout le point délicat, blabla ou pas blabla. En fait, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai commencé à dire à quoi ça servait. Et au bout de la 3e page, j'étais encore à me poser la question, oui, mais s'il ne connaît pas ça, oui, mais s'il ne connaît pas ça, est-ce que je parle de HTTP, etc. Et c'est pour ça que je me suis ravisé, que j'ai pas mis ça du tout, et que dans les prérequis, j'ai dit, bon, il faut connaître HTTP, HTML un minimum. Ceci dit, ta remarque est bonne, et ça fait un moment que ça trotte dans ma tête, et je pense que je vais rajouter un dernier chapitre, dont la lecture sera optionnelle et qu'on pourra lire dès le début si on le souhaite, qui sera mentionné en début d'ouvrage, et qui dira, bon, voilà, si vous voulez situer cette technologie, comprendre à quoi elle sert et la situer par rapport aux autres technologies concurrentes ou différentes, voilà quelques pages qui vont vous l'expliquer. Peut-être une remarque à dire juste par rapport à ce que tu viens de dire, Tos, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense effectivement que le livre va vraiment à l'essentiel et il est quand même assez court aussi, quoi. C'est pas un livre qui fait 300 pages, 400 pages, il est à, je pense, à peu près 150 pages, je pense, au total, table des matières comprises. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est que quand on le lit, on arrive directement dans du concret, directement dans des points de mise en place directe et au quotidienne, quoi. Donc ça, c'est, je pense, aussi très très intéressant là-dessus. Oui, on est quasi on est quasi à un bouquin de poche, c'est-à-dire que c'est un peu plus petit qu'un, on dirait un A3. D'ailleurs, oui, c'est un A3. Un A5. A5, un oui, 5, pardon, Dans l'autre excusez-moi. sens. Mais oui, j'ai voilà, mesuré, c'est on n'a pas peur exactement d'aller un au bout. A5. Oui, c'est ça. On n'a pas peur d'aller au bout. Il fait pas peur. Il fait vraiment pas peur. On a envie de le lire. On a envie d'aller au. C'est un roman. Voilà. On a envie d'aller de tourner la page constamment et franchement, la mise en page, elle est géniale. Donc voilà. Donc après, le contenu, bah, il est tout aussi intéressant, quoi. Donc écoute, ça me franchement, motive énormément. fais-en d'autres, hein. Merci, je suis ravi que c'est l'effet escompté. Et oui, je compte en faire d'autres. En fait, c'est l'objectif depuis le début. J'ai déjà commencé en fait le suivant. Le suivant, ce sera sur Angular, hein, AngularJS. Quasiment la même chose, mais du développement côté client, JavaScript, ce qui devient de plus en plus nécessaire. Et j'espère qu'il sera aussi clair et concis. En tout cas, le but, c'est d'avoir exactement la même chose, une auto-formation avec un matériel qui est simple à lire et léger. Parfait. Enfin, en tout cas, pour moi, je suis impatient effectivement d'avoir une autre version, un nouveau sujet. Comme ça, on pourra regarder ça en détail. Peut-être que tu reviendras en reparler aussi également à ce moment-là. Donc, on va peut-être parler un peu plus justement du contenu, puisque le sujet, c'est aussi de rentrer un peu dans l'aspect développement, dev. On a bien compris, tu as quand même quelques années d'expérience maintenant dans tout ce qui est développement et notamment ASP.NET MVC, notamment grâce à la sortie de ce livre-là. Tos en parlait tout à l'heure. Par rapport à qu'est-ce que c'est l'ASP.NET, si on veut aux auditeurs expliquer un petit peu à quoi ça peut servir. Il y en a qui connaissent probablement peut-être d'autres parce qu'on apprend aussi à l'école notamment que ce soit le PHP, il y a l'ASP.NET classique, ici on va parler d'MVC. Donc est-ce que tu peux très rapidement nous dire en 2-3 mots qu'est-ce que c'est, à quoi ça peut servir, quels sont les avantages et les inconvénients peut-être? Oui, bien sûr, donc ça va être le chapitre manquant. Déjà, Voilà. pour situer la technologie, effectivement, tu as raison de citer PHP, c'est une technologie qui est équivalente et concurrente de PHP. Donc, dans les technologies au même niveau, on trouve PHP, JSP, ASP.NET avec plusieurs sous-technologies, dont ASP.NET MVC, je vais y revenir, et plusieurs autres Node.js aussi, qui sert aussi à créer la partie serveur web pour des applications Internet. Donc tout ça, c'est des technologies en fait qui sont nées parce qu'au début, le web servait à fournir du contenu statique et rapidement, on s'est mis à générer du contenu qui était un peu plus variable. Au lieu d'avoir un document figé, on créait automatiquement une table des matières, par exemple. Donc une première génération de langages était arrivée à l'époque, comme ASP et PHP, qui disaient bah, c'est très simple, vous rajoutez des balises de développement dans un document HTML et il devient dynamique. Et puis quand les utilisateurs ont vu qu'on arrivait à faire ça et que ça tournait sur toutes les plateformes sans problème de déploiement, et ben le pas a été franchi de dire bah, nos applications natives, on va les porter en application web. Donc ne plus avoir juste des pages HTML statiques avec des petits morceaux dynamiques, mais carrément avoir tout un écran dynamique qui reproduit le comportement d'une application telle qu'on l'avait en application de bureau. Sauf qu'avec des modèles comme ASP et PHP, on avait la chose à ne jamais faire quand on développe, mais qu'on fait toujours, qui consiste à mélanger la présentation et la logique. Donc il y avait de la présentation en HTML, de la logique en VB script si c'était de l'ASP, en PHP si c'était en PHP, un langage à part. Et ce mélange rendait l'application difficilement développable et surtout
impossibles à maintenir ou très coûteuses à maintenir. Donc une nouvelle génération de langage est arrivée pour permettre de créer carrément des applications web. Et c'est là que ASP.NET est né. ASP.NET, à l'époque, il est né avec une technologie qui s'appelait Webform, qui existe encore, et qui partait du principe de dire, on va prendre des développeurs qui savaient développer des applications de bureau et qui connaissent rien au web, et on va leur permettre d'utiliser les mêmes technologies pour développer des applications web, les mêmes technologies qu'en Delphi, les mêmes technologies que sous VB6. Donc ils avaient une surface, ils drag and droppaient des éléments, des boutons, des contrôles, des data grids, ils double-cliquaient sur ces éléments, ils rajoutaient un petit peu de logique métier, et zou, l'application était prête à être déployée sur Internet, d'ailleurs très simplement pour l'ASP.NET. Donc on a eu toute une génération d'applications qui ont pu être portées d'applications client lourd à des applications web, avec cette technologie ASP.NET Webform qui permettait aux développeurs, sans rien connaître au web, de faire du web. Sauf que les besoins évoluent toujours et aujourd'hui on s'amuse à mettre de plus en plus de code côté client parce qu'il y a quand même une chose à comprendre dans le web, c'est qu'on a un serveur quelque part et on a le client qui est notre navigateur ou une application qui embarque un navigateur. Et donc avec des technologies comme ASP.NET, on va mettre du code côté serveur et de plus en plus on a besoin d'avoir quelque chose de réactif côté client, donc on s'amuse à mettre du code JavaScript. On ne s'amusait pas forcément il y a quelques années, maintenant c'est plus agréable, c'est pour ça qu'on voit naître des technologies comme Angular pour simplifier ce genre de développement, en tout cas pour le cadrer correctement. Et côté web, le problème d'ASP.NET Webform, c'est qu'il générait tout seul son HTML et toutes les requêtes, tout ce qui transitait en HTTP. Or, quand on veut s'amuser à mettre du JavaScript, on est obligé d'interagir avec les éléments HTML qui sont sur la page, sur le navigateur. Et comme ASP.NET Webform isolait complètement le développeur du HTML produit, il n'y avait pas vraiment de manière de simplement écrire du code client. C'est là qu'est arrivé ASP.NET MVC qui dit on va partir du principe que le développeur sait ce qu'il fait, qui connaît HTTP, qui connaît HTML et qui veut lui-même faire un petit HTML aux petits oignons dans lequel il va rajouter du JavaScript aux petits oignons et une partie du code tournera sur le serveur, notamment les API, pour produire du JSON pour le code JavaScript. Et tant qu'à faire ça, on va en profiter pour avoir une architecture qui respecte les standards de développement traditionnels, avec une séparation modèle, vue, contrôleur. Il y a plusieurs dérivés de ça, notamment le MVVM dans les applications XAML, qui est très similaire et extrêmement agréable. Et c'est repris aussi ce modèle vue contrôleur par Angular côté client. Donc c'est là qu'ASP.NET MVC est arrivé en disant nous on cible des développeurs qui connaissent HTML, qui connaissent HTTP, qui connaissent JavaScript et qui veulent faire quelque chose aux petits oignons mais extrêmement structuré côté serveur. C'est ça. Et donc, pour terminer, il faut bien comprendre donc que si je résume un petit peu ce que tu dis. Et c'est d'ailleurs pas, moi un des éléments qui m'a rebuté les premières fois que j'ai commencé à faire de l'ASP MVC, parce que je faisais déjà avant de l'ASP.NET Webform comme tu le dis, c'est qu'ici on se retrouve vraiment dans l'aspect web. Donc on n'est plus à se dire je vais faire du développement .NET avec des composants que je maîtrise, que je connais, donc je prends une liste, je place la liste, il me génère le code pour moi. C'est qu'il faut quand même avoir la maîtrise beaucoup plus de ce que c'est l'HTML. Donc il faut être plus développeur web avec les connaissances de l'HTML, éventuellement du JavaScript, mais ça permet en MVC justement d'aller plus proche, plus loin, plus vraiment dans le code, alors que le Webform ne permet pas de faire ça. C'est surtout ça l'évolution, si je comprends. Tu l'as parfaitement résumé. Okay. Et ça vient d'un besoin qui est, on a de plus en plus besoin de maîtriser ce qui part sur le client. Alors, bien sûr, on peut vouloir rester isolé et faire du Webform, c'est très agréable, mais les besoins utilisateurs font qu'on a de plus en plus besoin de toucher à ce HTML. Donc MVC... C'est une nouvelle version, on va dire, MVC. Le Webform ne va probablement pas évoluer beaucoup plus que simplement se maintenir, parce qu'il existe. Mais MVC, par contre, lui, on le voit d'ailleurs. On est à quelle version pour le moment ? MVC 5 ? Donc c'est MVC 5. Alors sur les versions, on est sur ASP.NET 5 et c'est du MVC 5. Oui. C'est ça, ok. Ok, donc dans MVC, enfin dans ASP.NET, qui est donc le langage pour pouvoir faire des générations dynamiques de pages, on est ici dans la partie, le sous-module de ASP.NET qui est MVC, et qui veut dire modèle view controller. Donc est-ce que tu peux, encore une fois on va passer peut-être chaque module ensuite en détail, mais est-ce que tu peux nous dire à quoi servent ces différents modules ? Qu'est-ce que c'est le modèle, la vue et le contrôleur, et puis on va détailler un petit peu ça par après. Peut-être juste avant, mais tu as raison, on va les détailler. C'est vraiment le fondamental pour comprendre MVC, c'est de comprendre comment s'agencent ces trois parties modèle, vue, contrôleur. Mais juste avant ça,
ton résumé est excellent. Il faut bien comprendre qu'ASP.NET, c'est la plateforme générale pour produire des applications web chez Microsoft. Mais finalement, il y a plusieurs technologies dedans. Il y a le fameux webform dont on a parlé, donc très bien pour des développeurs qui ne veulent pas comprendre le web et qui viennent des applications clientes. Il y a MVC dont on parle là, qui est très bien pour les développeurs qui connaissent HTTP, HTML et qui veulent mettre les mains dedans, mais en écrivant du code C# pour la partie serveur. Mais Microsoft offre deux autres possibilités dans ASP.NET. Il y a les Web Pages. Ça, c'est plutôt pour des gens qui viennent par exemple, PHP, où ils veulent pouvoir rapidement faire une page HTML avec un peu de code dedans en C#, mais que ça reste propre et que ça reste évolutif. Donc Web Pages, la troisième technologie. Et enfin, un Web API qui est pour ceux disant, très bien, moi je veux avoir un modèle propre côté serveur, mais juste pour exposer des API en JSON, XML ou autre. Et donc, j'ai ce Web API. Donc finalement, on a quatre morceaux, hein, Web Forms, MVC, Web Pages et Web API. Et donc MVC, c'est adapté à un développeur qui connaît HTTP, HTML et qui veut quelque chose d'extrêmement propre côté serveur en C#. Oui, c'est ça. Voilà, donc, désolé pour cette petite déviation, mais maintenant pour répondre à ta question, présentation de ces trois composants, modèle, On vue, y va. Justement, on va commencer on va créer une application, on va y aller en pratique. Commençons par la view. Donc, on va créer une application ASP.NET MVC. On ouvre Visual Studio. Et là, donc, là, on va pas refaire le bouquin, mais on va avoir tout un automatisme qui va se mettre en place dans notre solution. Bien sûr, on va choisir dans Visual Studio la partie web, Visual C#, la partie web, et puis après le côté MVC. On a un visuel, le view. On se trouve dans un fichier distinct au côté du code, le contrôleur. Tout de suite, tu vas nous parler de Razor et de ASPX. Donc là, déjà, tu nous dis, bon, on va choisir Razor. Je ne sais pas comment vous dites, hein, Razor. Tu peux nous en parler un petit peu? Parce qu'effectivement, c'est quand même beaucoup plus simple que l'ASPX. Il y a un historique entre ces deux-là? Il y a quelque chose vraiment... Alors, on va à droite, à gauche? Donc, quand MVC, là on est sur la partie La vue. partie view, oui. Le but du jeu, c'est de produire du HTML. Donc, on va écrire du HTML pour les vues, tout simplement. Et on va séparer la logique en la mettant dans le contrôleur. Sauf que par moment, on a quand même besoin d'avoir un tout petit peu de logique dans le HTML. Pas de la logique métier, ça on va la garder dans le contrôleur, mais de la logique qui dit, ah bah cet élément, il faut le répéter autant de fois qu'il y a de produits, par exemple. Et donc là, on a besoin d'une syntaxe particulière. Dans la première version d'ASP.NET MVC, la syntaxe, elle était toute trouvée. C'était la syntaxe qui venait des webforms, qu'ils ont appelée syntaxe ASPX, où on met des inférieurs % et ça marche bien. Ça marche très bien, mais le problème, c'est un peu du PHP là, on n'est pas loin de ça, quoi. Mais voilà, ça ressemble énormément à du PHP. Le problème, c'est que c'est assez verbeux, donc ça oblige à écrire plusieurs choses. Quand on ouvre une boucle, il faut aller la fermer à la fin. Enfin, c'est moche. Et on peut trouver que c'est moche, mais en même temps, ça a l'avantage de ressembler à ce que des développeurs webform faisaient déjà. Mais à partir de MVC 2 ou 3, Microsoft a rajouté une nouvelle syntaxe. Mais on utilise la syntaxe qu'on veut. Il y a même d'autres moteurs de syntaxe. Il faut savoir qu'il y a par exemple Enamel qui permet aux développeurs Ruby on Rails d'utiliser la même syntaxe que dans Ruby. Ils ont une syntaxe qui s'appelle AML justement. Et donc Enamel, dans ASP.NET MVC, leur permet d'avoir cette syntaxe. Mais celle qui du coup a été créée par Microsoft s'appelle Razor. Et le but de cette syntaxe, c'est d'être la moins obtrusive possible, d'être la plus condensée possible, la plus concise possible. Et donc, dans notre code HTML, on va simplement rajouter le symbole arrobase à l'endroit où on veut écrire un petit peu de C#. Et ça va rester du C# au strict minimum. On n'a pas besoin d'arrobase pour fermer une accolade. Le moteur d'interprétation Razor va tout seul comprendre où se terminent les balises HTML, où se terminent les balises Razor. Et quand il y a un petit doute, on utilise simplement le symbole arrobase pour lui dire attention, ça c'est du C#. Ouais, donc très, par très exemple, clair, hein, après la lecture du code est beaucoup plus facile. C'est ça, donc par exemple dans le code HTML, qui s'appelle d'ailleurs en général c'est CSHTML, hein. On change l'extension, il y a une utilité. Razor, par convention, il y a une extension qui s'appelle CSHTML ou VBHTML, CS comme C#. CSHTML, c'est un fichier Razor C#, donc du HTML avec un peu de syntaxe C#, et VBHTML, c'est un fichier HTML avec un peu de syntaxe Razor VB. C'est ça, et donc là on va mettre par exemple arrobas username, et simplement le fait de mettre ces caractères-là, il va savoir qu'il faut aller rechercher le contenu de la variable username qui se trouve dans le contrôleur, alors qu'il se trouve plus bas, c'est ça? Voilà, et si on fait username et que username c'est un objet complexe et que dessus on fait .name par exemple, il va tout de suite comprendre que c'est la
propriété name du username. Mais si on fait .name alors qu'il n'y a pas de .name sur ce username, il va comprendre qu'en fait, on veut réellement sortir dans le HTML un point suivi de name en toutes lettres. Donc le moteur comprend tout seul où ça s'arrête. En fait, il est très puissant, le moteur. Hein. Voilà. Ouais, alors, il fait la séparation entre tout. Exemples, pour montrer cette séparation, enfin la clarté du langage. Au début, c'est un peu rebutant parce que c'est trop simple, mais finalement, ça devient très agréable à l'usage et à la lecture, comme le disait Christophe. Ouais. Et c'est ça. Et si on fait peut-être juste parce que je sais pas si on l'a signalé. Donc en fait dans le MVC pardon, on a la view dont on est en train de parler qui est donc l'aspect graphique, le code HTML qui va être envoyé au navigateur. Et il y a derrière ça le contrôleur qui lui va être vraiment la partie business, quoi, la partie gestion des données, manipulation des données, etc. C'est vraiment là où on va retrouver le code C#. Majoritairement la view ou l'HTML et le code C# va se trouver dans le contrôleur et ils communiquent l'un avec l'autre. C'est exactement ça, tu l'as très bien résumé. Les applications qu'on fait sont généralement des applications de gestion. Il y a des données à présenter à l'utilisateur et on doit appliquer de la logique métier avant le rendu ou après la saisie. Eh bien, c'est dans le contrôleur que va se trouver cette logique métier pour la séparer de la vue pour plusieurs raisons. Déjà, on a parlé du principe de séparation qui est une bonne pratique, mais aussi pour améliorer la testabilité du code. Si on mélange du code de présentation et du code de logique métier, pour tester quelque chose, on est obligé de tout tester. Alors que si on a à part la logique métier, eh ben, on peut écrire des tests unitaires qui vont être simples à écrire. Et le contrôleur, en fait, c'est une simple classe avec des méthodes, une méthode par action. Et des méthodes sont simplement testables avec des tests automatisés, ce qui permet d'avoir une très bonne qualité de code produite. Tu nous parles aussi à un moment donné, on reste dans la vue, des helpers. J'étais surpris, je ne l'utilisais pas. Qu'est-ce que c'est et on peut en créer soi-même? Alors, c'est ça, le nom est bien trouvé. Et en outre, on n'est pas obligé d'en utiliser, tu ne l'utilisais pas, parfait. C'est simplement qu'on va se retrouver parfois dans une application à écrire plusieurs fois la même syntaxe HTML avec du code C# dedans. Donc des blocs de code qu'on a envie de répéter. Et ben, les helpers, ça sert à ça. C'est l'équivalent des méthodes en C#. Une méthode permet de factoriser quelques lignes paramétrables qu'on veut appeler à plusieurs endroits de l'application. Et ben, un helper, c'est exactement la même chose. C'est comme une méthode. Ça s'appelle avec des paramètres si on le souhaite et ça permet de générer du HTML et du code. Donc d'éviter de se répéter tout simplement. Il y en a qui sont fournis en natif avec ASP.NET, MVC. Par exemple, un helper qui va me convertir une URL relative en une URL absolue. Un helper qui va me générer le code pour avoir une combo box. Comme ça, on n'a pas à se souvenir que c'est select option. Mais tous ces helpers sont optionnels et si on veut, on peut créer les siens, notamment quand on se rend compte qu'on s'apprête à répéter un bloc qui contient à la fois du HTML et du Razor à d'autres endroits de son site. Par exemple, moi, je me fais souvent un helper pour faire un rendu d'image avec une certaine taille. Le helper, donc je l'appelle comme une fonction en lui donnant le nom de l'image, le nom du fichier image et la largeur et la hauteur que je veux. Et lui, il génère le code qui va appeler la bonne action, qui fera le redimensionnement côté serveur et en plus mettre côté client les bons attributs pour avoir la taille correcte de l'image. C'est ça, oui. Il faut savoir aussi qu'il y a évidemment des helpers, il y a des sociétés qui en ont fait leur métier. Nous, je sais bien que par exemple, sur un projet où je suis actuellement, on utilise des composantes de la société Telerik, qui est évidemment bien connue dans ce domaine-là aussi. Et ils ont un framework qui s'appelle Kendo, qui fournit une série de helpers pour générer un peu tout ce qu'on veut. Mais ça va évidemment à ce moment-là très loin. Si on veut créer un menu, si on veut créer une list view ou une grid view, en gros, c'est juste un ou deux paramètres à devoir mettre derrière cette fameuse méthode, derrière le helper qu'ils nous fournissent, et tout le code HTML se génère derrière, adapté en fonction du navigateur, adapté en fonction de toutes les conditions qui sont là. Donc c'est vrai que ça... C'est un très bon parallèle que tu fais, Denis, parce que finalement, Telerik, ils sont éditeurs de composants, éditeurs de contrôle pour les applications de bureau qu'on développe à base de contrôle. Et là, en fait, les helpers sont l'équivalent des contrôles dans le monde du développement ASP.NET MVC. Donc. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Ouais. Finalement. J'aurais pu dire ça tout simplement. Et donc, si on est maintenant, donc, on dispose donc d'un langage qui s'appelle Razor, dont la syntaxe est à ce moment-là très simple et qui est utilisée pour la vue. Maintenant, si on descend un petit peu plus dans les couches et qu'après passer dans la vue, on se retrouve au niveau du contrôleur, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le contrôleur? On l'a dit, c'est l'aspect business, mais comment ça se structure? Déjà, comment c'est appelé? Je veux dire, comment le surfeur, quand on surfe, comment sait-on qu'on va arriver sur cette vue-là ou sur ce contrôleur-là et comment on descend dans les fins fonds du système?
on en arrive au cœur du processus qu'il est essentiel de comprendre. Dans le livre, j'essaie de répéter 2 fois le schéma pour bien saisir ça. Mais en fait, donc un surfeur va taper une URL à un moment donné ou en cliquant quelque part, va avoir une URL qui va être générée. C'est cette URL qui arrive sur notre serveur web parce que HTTP, c'est un simple protocole texte dans lequel on nous dit bonjour, je suis un navigateur, je parle HTTP, je veux telle URL. Donc l'URL arrive sur le serveur et en fait dans ASP.NET MVC, on a le moteur de routage qui va prendre l'URL et déterminer à partir de cette URL le contrôleur à invoquer. Donc, dans l'URL, il va déterminer quel est le contrôleur et l'action au sein de ce contrôleur à invoquer. Ce qui permet de trouver le contrôleur, on exécute son action et l'action dit ce qu'il faut retourner. Parfois, on veut retourner juste une image ou du JSON à l'utilisateur, mais souvent, on veut retourner du HTML et dans ce cas, le contrôleur donne la main à une vue. Il va retourner une vue en fait, et la vue elle-même, c'est le HTML. Donc, si on prend le schéma global, l'URL est convertie en une action à appeler sur un contrôleur et cette action peut retourner une vue. Ce qui fait que dans la logique, le contrôleur connaît la vue, s'il y a une vue, mais la vue ne connaît pas le contrôleur, ce qui permet encore la testabilité de manière tout à fait avancée quand on vient tester un contrôleur, puisqu'il ne fait pas lui-même référence aux données de la vue, il est testable. C'est ça, donc ce que l'utilisateur tape dans l'URL, c'est donc une information qui permet de retrouver le contrôleur. Donc on rentre sur la page, je veux dire à la limite à l'inverse d'une page ASP ou même d'une page PHP, où on accède à la page qu'on est en train de développer. Ici, on va plutôt accéder au contrôleur, et c'est le contrôleur qui se dit, tiens, j'ai besoin d'avoir telle vue pour la représenter graphiquement. Voilà, c'est vrai qu'en ASP.NET Webform, par défaut, on arrivait sur une page avec une URL qui était le nom de la page. Le nom de la page, ouais, c'est ça. Et ici, c'est quoi? C'est le nom du contrôleur tel quel? Parce qu'il y a une notion de convention aussi, non? C'est ça, il y a une convention. En fait, ça apparaît en clair dans les fichiers qu'on trouve dans le projet de démarrage avec Visual Studio. Dans le répertoire AppStart, on va trouver un fichier route config qui contient la définition de la route par défaut qu'on peut modifier ou ajouter d'autres routes. Donc par défaut, la définition par défaut, c'est que dans l'URL, on va taper le nom du contrôleur, / le nom de l'action, éventuellement / un paramètre ID. Mais tout ça est modifiable. Donc par défaut, si j'arrive sur le site et que je tape home /details /2, ça veut dire qu'on va prendre le contrôleur home contrôleur. Dedans, on va invoquer la méthode l'action details et on va lui passer l'ID 2. Mais on peut définir nos propres règles de routage. Et évidemment, on va le faire parce que si je suis Amazon, quand je ne veux pas donner une URL qui est home detail /2, je veux donner une URL qui est le super téléphone ceci. Et cette URL, je dois la convertir en le produit. Et donc, on peut modifier la route pour dire, en fait, la route dedans va plutôt avoir un nom de produit. Et si on trouve un nom de produit qui correspond à un produit de la base de données, en fait, réellement, on va aller chercher le contrôleur home, sa vue details, et l'ID, on l'aura déterminé à partir du nom du produit. Maintenant, quand je parlais de convention aussi, si je ne me trompe pas, quand on veut accéder, je ne sais pas, par exemple, une page qui s'appelle index, on va créer un contrôleur, mais le nom de la classe, ça sera index contrôleur. Ça ne sera pas juste index. Voilà, ça aussi, c'est une convention. Tout est modifiable dans ASP.NET MVC. C'est ça, on peut modifier ça, ok. Mais par défaut, c'est qu'un contrôleur, c'est une classe qui s'appelle quelque chose contrôleur. Sauf que quand on y fait référence dans l'URL, ou de notre manière, on va juste utiliser le quelque chose. Ok, et donc derrière ça, on va mettre à ce moment-là une méthode, et cette méthode va renvoyer... Elle va renvoyer quoi au fait? Pas le code, pas une chaîne de caractères, c'est pas le string en disant voilà le code HTML. Si, alors elle renvoie ce qu'elle veut. Si en fait on a différents types de retours, elle retourne un action result concrètement, et ce action result, il y en a plein. Il y a par exemple le content result. Content result, ça permet c'est une string qui est le HTML retourné à l'utilisateur. Donc on pourrait très bien ne pas avoir de vue, retourner un content result avec une string qui est le HTML. Ça peut se faire dans le cas où tout ce que je veux retourner à l'utilisateur, c'est une petite chaîne avec un div qui dit désolé, vous vous êtes trompé de page. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas la peine d'aller créer une vue et on peut retourner un content result. Le content result, il permet aussi de retourner un contenu de fichier CSV en disant voilà, je donne ce contenu-là et je dis que le type MIME c'est CSV. Mais on a d'autres types et notamment on a le content JSON result qui est très utilisé. JSON, on lui donne tout simplement l'objet .NET à retourner et il va être converti en du JSON retourné à l'utilisateur. Donc dans ce cas, il n'y a pas de vue. Et ça devient, dans ce cas-là, ça devient, puisqu'on renvoie du JSON, moi si je fais l'analogie avec ce qu'on utilise aussi des Web API, le contrôleur est une Web API dans ce cadre-là?
Ah oui, en fait, quand on a appris ASP.NET MVC et qu'on voit ASP.NET Web API après, on fait, mais c'est strictement la même chose. La seule différence entre Web API et MVC d'un point de vue codage, c'est que dans la Web API, on ne retourne pas des action results, on retourne directement les objets. Parce qu'en fait, par défaut, ils sont retournés en JSON ou XML Ah selon ouais. le type du client qui appelle. Alors que comme en MVC, on peut retourner des types beaucoup plus variés, on retourne un action result qui peut être un JSON. Mais on peut Une faire autre tout ce qu'on différence. fait en Web API peut être fait en ASP MVC. Si on veut utiliser des syntaxes avec du post, du get et ce genre de choses, c'est faisable aussi en ASP.NET MVC. Tout à fait, tout à fait. La, Ok. la- la vraie différence entre les deux, c'est que le Web API peut être hébergé dans n'importe quel type d'application .NET, y compris une application console, comme c'était le cas pour WCF avant, alors que ASP.NET MVC sera forcément hébergé dans un 2IS. Ah oui. Mais en même temps, si on est en train d'exposer une Web API, ça paraît assez logique de l'exposer via un serveur web. Mais si ce prérequis, on ne l'a pas, qui ne fait pas partie des données techniques du projet et qu'on veut faire tourner ça dans un service Windows ou dans une application console, alors Web API le permet. Ok. Et comment le contrôleur fait-il, puisque c'est le contrôleur qui est en quelque sorte appelé depuis l'URL du navigateur, comment ce contrôleur fait-il pour retrouver la vue? Parce que j'ai vu une chose, moi, que je ne connaissais pas, me paraît vachement intéressante, c'est quand on est dans le contrôleur, on peut, si je me rappelle bien, c'est sélectionner la méthode, donc la méthode sur laquelle on est en train de travailler, on fait un clic droit, et on a un menu évidemment qui apparaît avec Add View. Et Oui. donc la liaison, donc là on va créer à ce moment-là la vue, donc le fameux fichier HTML, CS, HTML dont on parlait. Mais comment la liaison se fait? Comment le contrôleur sait que c'est cette vue-là qu'il doit utiliser? Alors, c'est pareil, il y a des conventions par défaut. Si on veut vraiment faire complexe, et ça m'est arrivé sur certains projets, la vue, ça peut être plutôt une base de données qu'on va invoquer pour aller récupérer un champ qui se trouve être le HTML avec du réseau à retourner. Donc, ou ça peut être un fichier qu'on va chercher ailleurs, par FTP par exemple. Mais si on veut rester sur le moteur de base sans le modifier, la vue, c'est un fichier donc .cshtml qu'on va trouver dans un répertoire du site qui s'appelle views. Et par convention, la vue est recherchée dans un répertoire views et dans son sous-répertoire qui est le nom du contrôleur. Et la vue qui est recherchée toujours par convention, si l'action ne dit rien, qu'elle dit retourne la vue, sans dire laquelle, eh bien la vue, ce sera un fichier qui a le nom de l'action. Donc si je suis dans une action qui s'appelle details, donc une méthode details, si je fais juste return view, la vue qui sera retournée, eh bien, elle va être cherchée dans le répertoire views /home, si c'est le home controller, /details.cshtml. Ouais, ce Et qu'il dit, encore un autre. c'est très important ça, parce qu'effectivement, moi, c'est le genre de détail, enfin, en étant développeur, c'est vrai que quand on fait fichier, nouveau projet, on va dire MVC, on a un modèle de bibliothèque, enfin de fichier qui apparaît, et la première réflexe moi que j'ai, c'est oh ben je vais aller tout changer, je vais aller tout chipoter, le nom de la classe elle me plaît pas, etc. Et ici, ça peut se faire parfois dans certains types de projets, mais évidemment pas ici, puisque comme ça se base par des conventions, ça va compiler, ça posera pas de problème, et plus rien ne va s'exécuter correctement, puisqu'il va plus retrouver ses fichiers comme il faut. Alors, tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire et donc comment modifier le moteur, il faut mieux garder ses conventions et tout se passera bien. Ouais, c'est Et ça. on parlait justement de l'assistant Visual Studio. Je suis dans mon action, je fais ajouter la vue et il va créer pour moi la vue d'après des templates, ce qu'ils appellent le scaffolding, l'échafaudage. Je lui dis, ah bah tiens, je voudrais une vue détail sur un objet de type produit et il la génère tout seul, ce qui me fait gagner un temps fou. Donc, pour peu que j'ai respecté les bonnes conventions, celles au démarrage dont on vient de parler, eh Mhm. bien, Visual Studio va vraiment me tendre la main pour gagner un temps phénoménal. Mais sur certains projets, on peut avoir des besoins différents qui justifient d'avoir les vues placées ailleurs. C'est pas le truc qu'on va faire sur tous les projets, mais c'est tout à fait possible. Ah ouais, Moi, au c'est ça. départ, je m'amuserais pas à modifier, en tout cas. Oui, On c'est se pas retourne quelque chose que je recommande. on va aller un petit peu du côté des modèles. Tu parles dans ton livre, on vient de voir les views et les contrôleurs. Tu parles dans ton livre, en fait, après des problèmes au niveau des modèles, des view bags et des view data. Bon, en gros, bon, tu nous expliques que c'est des propriétés qui sont pas typées. Qu'est-ce que c'est et c'est quoi ces problèmes? Alors, dans le processus, donc, on a bien compris, il y a une URL qui va permettre de savoir quel contrôleur on appelle. Au sein de ce contrôleur, une action qui va retourner une vue. Mais cette vue, normalement, l'action lui passe des données, parce que le but de l'action et du contrôleur, c'est d'aller récupérer des données quelque part, en base de données, dans un service web ou sur le disque, pour les présenter à l'utilisateur. Ça veut dire que ces données récupérées par l'action doivent être transmises à la vue. L'action, le contrôleur, doivent être transmises à la vue. Et donc, on arrive à la question, comment on transmet ces données à la vue? Et là, il y a deux réponses. La première réponse, c'est la notion de modèle. La vue en standard a une propriété modèle qui peut être typée si on le souhaite, et c'est beaucoup plus agréable si elle est typée, et
on peut transmettre donc un objet depuis la vue qui est ce modèle et que la vue récupérera dans cette propriété modèle. C'est parfait, mais il y a beaucoup de développeurs qui arrivent sur MVC et qui disent oui, mais bon, le modèle c'est bien, c'est les données métiers, mais moi en plus du modèle, j'ai besoin que l'action elle transmette juste une petite info qui est un message à afficher sur la page si ça s'est bien passé ou pas. Et donc ils ont rajouté la possibilité de passer un dictionnaire de données. Qui dit dictionnaire, c'est-à-dire une collection de données qui ont simplement une clé chacune. Et ce dictionnaire de données, il s'appelle soit ViewBag, soit ViewData, comme on veut. Il est accessible dans le contrôleur qui peut rajouter des données dedans. Il est accessible dans la vue qui peut lire des données dedans. Quand tu dis comme on veut, quand tu dis comme on veut, ça veut dire quoi? Tu utilises l'un ou l'autre et ça arrive aux mêmes données, au même jeu, au même dictionnaire? En fait, ViewBag et ViewData, c'est exactement la même chose, c'est juste une question de syntaxe. Ah ouais, okay. Il y en a qui a un dictionnaire au sens propre du terme, .NET, donc quand je veux accéder à un objet, je fais ViewBag crochet les données qui sont dedans, et il y a un autre qui a un type dynamique, et donc si je veux accéder aux données, je fais simplement ViewBag, point. Donc c'est juste une question de syntaxe, mais dans les deux cas, qu'on utilise l'un ou l'autre, les données vont au même endroit, et on peut, si on le souhaite, dans le contrôleur, utiliser le ViewBag, et dans la vue, utiliser le ViewData. Maintenant, il n'y a pas de raison de faire ça. Tu conseilles d'utiliser ça? Pardon? Tu conseilles d'utiliser ViewBag, ViewData au lieu d'utiliser le modèle? Parce que comme tu le dis, on pourrait très bien améliorer le modèle, entre guillemets, en rajoutant les propriétés et les paramètres dont tu as besoin. Alors moi, je conseille de faire au plus simple. C'est pas la peine de se casser la tête. Si pour un développeur, c'est simple de passer des données par ViewBag et ViewData, oui, il faut prendre ça. Okay. Par contre, d'un point de vue propreté et maintenance à terme, c'est un petit peu embêtant parce qu'on peut mettre n'importe quoi dans le ViewBag et le ViewData et on ne sait pas si c'est lu ou pas dans la vue. Donc en maintenance, si je vais supprimer une propriété du ViewBag dans le contrôleur, est-ce que je pense à la supprimer dans la vue? Si je la renomme, est-ce que je pense à la renommer dans la vue? C'est non typé malheureusement. Donc c'est la limitation du ViewBag et du ViewData à réserver pour se sortir d'un cas d'urgence où on veut aller rapidement. Maintenant, si on veut une application maintenable et propre, l'idéal, c'est d'avoir toutes les informations dans le fameux modèle. Et ça veut dire que le modèle, ça ne peut pas être souvent le modèle métier, donc un objet produit, par exemple. Ouais. Parce que dans une vue, on a parfois besoin d'afficher les détails du produit, mais aussi, si on est en mode modification, d'avoir une liste des catégories possibles pour ce produit quand on va choisir la catégorie. Donc, dans le modèle, on a besoin de mettre à la fois le produit lui-même, l'objet produit, mais aussi un objet qui est la liste des catégories disponibles. Et c'est là qu'on arrive à créer quelque chose qui n'est pas une obligation dans ASP.NET MVC, qui s'appelle le ViewModel, c'est-à-dire une classe qui va exposer les propriétés nécessaires pour la vue. Là aussi, on y arrive progressivement dans le livre à cette classe. C'est pas une obligation, mais typiquement dans la vue détail dont je viens de parler, j'aurais tendance à créer un ViewModel qui contient une propriété produit, qui est le produit dont je vais afficher les détails, et une propriété collection de catégories où je vais mettre toutes les catégories disponibles pour ce produit. Du coup, on n'a plus besoin de ViewBag et de ViewData. On passe ce ViewModel dans le contrôleur, on crée ce ViewModel, on le passe à la vue. Dans la vue, on utilise ce ViewModel et on a tout ce dont on a besoin. Et s'il y a besoin de rajouter une nouvelle information, eh ben, on va dans ce ViewModel, on rajoute une nouvelle propriété. Et donc, idéalement, on va se retrouver avec un ViewModel associé à une vue. Ça ressemble un peu, la dernière fois on a parlé avec Laurent Bugnon d'MVVM. On est là. Oui, c'est un peu le même principe, c'est le data context qui est lié à ça, quoi. C'est exactement ça, et ça à tel point que MVVM n'est pas une obligation. Quand je fais du WPF ou n'importe quel langage de YAML, je ne suis pas obligé de faire du MVVM. Ouais. Sauf que si j'en fais, je me rends compte que la maintenance de l'application est beaucoup plus aisée. C'est la même chose pour la notion de ViewModel dans ASP.NET MVC. Ce n'est pas une obligation, ce n'est même pas quelque chose qui fait partie d'ASP.NET MVC, c'est juste un nom qu'on donne au fait de créer une classe associée à la vue qu'on utilise en tant que modèle. Si je me trompe, on peut aussi utiliser des data annotations pour valider en fait, des champs rapidement. Tu peux nous parler de cette partie-là? Oui. Ça, c'est une des choses très très fortes dans tout .NET. Les data annotations, c'est pas propre à ASP.NET MVC. C'est la capacité qu'on a sur des objets métiers, ce qu'on appelle le modèle en MVC. Les objets métiers, par exemple, une classe produit, on peut rajouter sur ces propriétés des attributs. Donc des annotations, on va mettre ça en crochet. Et dans les 36 000 attributs possibles, il y en a qui concernent la validation. Donc on peut mettre un attribut, par exemple, required, sur le nom d'un produit. Et cet attribut required, il s'adresse à toutes les couches récentes de présentation de .NET. Par exemple, si je fais une application WPF, le required s'appliquera automatiquement. Et si j'ai un champ textbox qui est data bindé sur ce nom de produit, eh ben, j'aurai l'erreur de validation quand le nom est vide qui va s'afficher. Et en ASP.NET MVC, si on utilise un helper qui s'appelle editor for,
où on lui donne le nom de la propriété. Il va tout seul regarder tous les attributs de validation, les fameuses data annotations qui sont sur la propriété en question, et appliquer la validation et en faire un rendu visuel à l'utilisateur, aussi bien côté serveur en générant une page avec les erreurs dedans en retour à l'utilisateur, que côté client en rajoutant du JavaScript qui est basé en fait sur jQuery Validation, mais c'est modifiable, qui va faire que côté client, sans même qu'on ait sollicité le serveur, s'il n'a pas saisi le champ et qu'il fait un submit du formulaire, l'utilisateur il aura sa zone de texte, son input en rouge, avec un message à côté qui lui dit tu es gentil, mais le name c'est obligatoire. Alors moi j'avais plus l'habitude de faire ça en HTML5 nativement. Alors c'est possible, hein. Aucun problème, on peut le faire nativement en HTML5. La seule chose, c'est que si on le fait juste en HTML5, ce sera fait côté client, cette validation. Côté client, oui. Côté client. Donc j'ai pas de retour pour gérer peut-être quelque chose imprévu. Voilà, l'imprévu, ça peut être quelqu'un qui a désactivé son JavaScript, ou ça peut être un pirate qui nous envoie n'importe quoi. Si on prend la notation côté serveur, le code de validation sera bien fait côté client, mais il sera en plus appliqué côté serveur avec la même apparence, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas de JavaScript, il clique son bouton Submit, ça va côté serveur, et le serveur lui renvoie la page avec le champ qui dit le nom est obligatoire, exactement comme si ça avait été fait côté client, mais c'est fait côté serveur. Et nous, du coup, on est garanti côté serveur de ne pas venir rajouter n'importe quoi dans notre base de données, par exemple. Quelle transition. Je disais, tu parlais du mot pirate. Oui. Denis, je te laisse continuer. Et justement, en parlant de pirate. Si on parle de sécurité, donc, qui est quand même aussi un des chapitres, je pense, qui est dans le livre également, parce qu'évidemment, sur Internet, la sécurité, c'est le mot principal qui arrive dès qu'on a développé un site, c'est comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme risque au niveau... On développe une page, en général avec un formulaire par exemple, pour entrer de l'information, que ça peut être un formulaire de contact, imaginons. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme risque et qu'est-ce que l'ASP MVC nous fournit comme solution simple pour pouvoir résoudre ça? Alors, je précise juste deux choses. La première, c'est que le livre n'est pas une bible sur la sécurité, hein. Il n'y a que quelques pages concises sur la sécurité, sur le minimum nécessaire à faire pour dormir bien la nuit. Et la deuxième chose, c'est pourquoi il y a si peu de pages, c'est parce qu'on est déjà très très bien protégé par ASP.NET MVC contre beaucoup de types d'attaques. Si on utilise la façon standard de faire, et même celle qui est expliquée dans le livre, on n'aura pas par exemple d'injection de SQL possible parce qu'on a utilisé Entity Framework. On n'aura pas d'injection de HTML possible parce que ASP.NET par défaut valide tout le HTML. Tous les envois qui sont faits au serveur, même si on n'a rien demandé, il refuse les envois dans lesquels il y a des balises HTML ou des balises de script JavaScript. Donc déjà, de base, on est extrêmement bien protégé, il n'y a pas grand-chose à faire. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin, il y a plusieurs types d'attaques qui sont assez communes sur Internet, et il y en a une qui consiste à essayer, à forcer un utilisateur à faire une requête à son insu. Je vais prendre un exemple. Pour aller sur le site de ma banque, pour faire un virement, ils ont prévu que quand je clique sur le bouton valider, ça envoie une requête HTTP post qui dit « Ah bah tiens, il faut faire un virement de mon compte vers le compte de un tel dont je passe les coordonnées. » Ça donne envie à un pirate d'appeler ça. S'il est capable d'invoquer cette action en mon nom, il y aura de l'argent qui va partir de mon compte vers le compte dont il va fournir le numéro. Mais bien sûr, la banque, elle n'est pas bête. Elle identifie l'utilisateur avec un jeton qui est souvent un cookie dans le navigateur, mais ça peut être plein d'autres choses. En tout cas, au moment où la requête, moi, si j'arrive à forcer l'utilisateur à faire cette requête, de toute façon, la banque va la refuser en disant, désolé, tu n'es pas identifié. Donc, il y a besoin d'être identifié. Mais le problème, c'est que nos navigateurs, ils sont de plus en plus intelligents. Donc, rien n'empêche un pirate de mettre un petit peu de vous mettre un lien dans un mail. Alors, même sans parler du côté intelligent, rien n'empêche un pirate pour ça de mettre un lien dans un mail. Et quand l'utilisateur va cliquer sur ce lien, en fait, c'est le lien qui est vers le site de sa banque qui demande à invoquer cette fameuse action qui va faire le virement, cette méthode HTTP qui va faire le virement. La protection, là où ça va marcher, c'est que si par hasard l'utilisateur qui clique sur le lien était déjà identifié sur le site de sa banque, normalement c'est pas le cas, mais sur 1 million de personnes à qui je vais envoyer mon mail, il y en a peut-être une qui sera identifiée quand il cliquera. Et donc s'il est identifié, le navigateur tout bêtement envoie la requête en disant « Coucou, c'est moi », et le serveur accepte. Première chose pour se prémunir contre ça, c'est de surtout jamais faire d'opération de modification de données, comme un virement, dans une action qui prend du HTTP GET. Les modifications, on les fait qu'avec d'autres verbes HTTP, par exemple HTTP POST, HTTP UPDATE, et concrètement, ça se voit très simplement dans une action de contrôleur, parce que les actions qui ne sont pas du HTTP GET, on va devoir mettre en MVC
un attribut qui dit HTTP post ou HTTP update ou d'autres attributs de ce style. Donc en gros, première chose à retenir, on ne fait aucune modification de données dans une action qui n'est pas qui est un HTTP GET, donc qui n'a aucun attribut devant elle. Et en pratique, il faut simplement mettre l'attribut HTTP post dans le contrôleur et le client, enfin la view s'adapte. Ça force le navigateur à faire une requête HTTP post. Et ce type de requête ne peut pas être fait en cliquant simplement sur un lien. Donc ça va éviter ce premier type d'attaque où je reçois un mail qui en fait me fait faire une opération à mon insu. Mais maintenant, le pirate peut aller un peu plus loin et arriver à faire un peu de JavaScript. Alors là, il ne pourra pas me le mettre dans le mail, le JavaScript a priori, en tout cas difficilement. Et donc, il va plutôt me faire un site de jeu sur lequel je vais aller, des jeux gratuits. Et pendant que je joue, il va en profiter pour exécuter du JavaScript dans mon navigateur qui, lui, va faire une requête HTTP post vers le serveur de ma banque. Alors, moi, je ne peux pas, en cliquant sur un lien, avoir une requête HTTP post. Mais du JavaScript, il peut faire une requête HTTP post. Donc, il arrive à contourner la sécurité. Et là, la requête arrive sur le serveur de la banque en disant « Ah, c'est bien du HTTP post ». En ayant mon identité, puisque mon navigateur dit « Oh, bah, c'est le site de la banque, j'ai été identifié dessus, donc je lui fournis bien mon identité ». Et là, je suis très embêté. Donc, cette deuxième attaque dont je viens de parler, c'est ce qui s'appelle le CSS, le Cross-Site Scripting. Le XSS, pardon, excusez-moi, Cross-Site Scripting. Et il y a une manière simple de s'en prémunir, c'est de garantir qu'une requête HTTP post qui arrive, elle fait suite à une requête HTTP GET qui a eu lieu avant. Pourquoi ? Parce que quand je suis un être humain normalement constitué qui va faire mon virement, je commence par passer par une première page où je choisis le compte vers lequel je vais virer le montant, puis je clique sur un bouton et là, ça va faire la requête HTTP post. Et cette première page, je l'ai obtenue en général en HTTP GET, mais peu importe. Et l'astuce consiste, et là c'est le serveur qui doit le faire, à ce que le serveur, dans le HTML que j'ai reçu en HTTP post, m'ait rajouté un champ caché dans lequel il y a une valeur que seul lui connaît, enfin qu'il connaît en tout cas. Et quand ma requête HTTP post va être envoyée, comme ce sera un formulaire, ce champ caché fera partie du formulaire et le serveur, tout ce qu'il a à faire, c'est vérifier que ce champ c'est bien celui qui m'avait envoyé. C'est pas con. C'est pas con, et du coup le JavaScript qui fait son attaque de manière bête, il n'aura pas ce champ caché. Ouais. Et il peut toujours s'amuser à les générer au hasard, il aura du mal. Et donc ça paraît compliqué comme ça, mais la réponse très simple, c'est de laisser ASP.NET s'en occuper, il faut juste lui demander gentiment. Et pour ça, on a juste à intégrer dans notre vue, quand on est en train de faire un formulaire, en fait, on va utiliser le helper, voilà un helper utile, qui est html.empty_forgery_token. Je l'insère simplement, et lui, il va tout seul générer le champ caché. Et sur l'action qui prend en charge le HTTP post, je rajoute juste un attribut validate anti-forgery token pour lui dire fais ton boulot de comparer ce token avec celui qui avait été envoyé à l'utilisateur. Et là, je suis protégé contre des attaques XSS. Donc, très simplement. Tout seul. Voilà, une ligne dans la vue, une ligne devant l'action en tant qu'attribut, et je suis protégé. Donc, et là, je suis quand même très très robuste. Ouais. Non, c'est bien. Je me rends compte que moi je suis un vieux qui utilise toujours PHP, que je perds plein d'avantages en fait. Au PHP, je dois quasiment faire énormément de choses tout seul. C'est très difficilement maintenable pour les tests, etc. Je passe à côté d'une tonne de choses en fait. Merci. Alors, ce serait peut-être comme Arnaud. On va pas trop casser du dos sur sur le dos de PHP parce que ce serait comme comparer ASP et ASP.NET MVC. En PHP, il y a des frameworks en fait, qui permettent d'avoir un niveau plus élevé. Simplement, je ne les connais pas pour en parler, mais il y a Zend qui est très populaire. Je pense qu'il a ce niveau d'abstraction et de protection comme on trouve en ASP.NET MVC. Le vrai choix entre ASP.NET MVC ou PHP, c'est plutôt dire est-ce que le reste de notre architecture d'entreprise, c'est du .NET, c'est du Microsoft, ou on était déjà sur du PHP. Oui, non, mais tout à fait. C'est un choix de camp, hein, c'est tout. Par contre, c'est sûr que par rapport à faire tout à la main, par rapport à faire cette sécurité en ASP, ou en PHP de base, on est extrêmement bien loti en ASP.NET MVC, effectivement. Oui, c'est bien. Il faut effectivement connaître un petit peu les petits trucs, comme tu viens de le dire ici, avec ce genre de petites choses à rajouter. Ça ne demande que 2-3 lignes de code. Et par contre, ça aide effectivement énormément en termes de sécurité. On parlait de la gestion des contrôleurs en termes de testing et autres. Donc non, c'est bien. Oui, donc c'est pour ça que je les mentionne dans le livre. Et de toute façon, pour la sécurité, il y a d'autres domaines que je mentionne aussi. Il y a l'identification de l'utilisateur qui est aussi très bien prise en charge par
le moteur ASP.NET en général et donc ASP.NET MVC, et qui peut aller récupérer une identité en quelques lignes dans une base de données à nous, une identité Facebook par exemple en quelques lignes aussi. Ouais, c'est ça. Et il a encore une dernière protection, je ne fais que la mentionner, c'est que les données qui viennent, si elles ont été envoyées par un hacker, il ne sera pas passé par notre formulaire HTML et donc il peut envoyer n'importe quoi et essayer de nous attaquer de cette manière. Et pour ça, on a un attribut qui s'appelle bind, qu'on peut mettre devant les paramètres qu'attend notre action pour nous protéger contre ce dernier type d'attaque. Mais bon, si on fait ça, on est déjà extrêmement blindé. Et si on le fait, c'est qu'on a quand même certains ennemis sur la toile, parce que c'est pas n'importe quel pirate qui fait s'amuser avec n'importe quel site à faire ce genre d'attaque, je pense. Ouais. Ok, bah, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de cette de ce podcast, de cette présentation. Je pense qu'on a, à mon avis, bien présenté déjà l'ensemble des fonctionnalités principales d'ASP.NET MVC, que tu as expliqué d'ailleurs très très clairement, toutes les fonctionnalités principales. Et si je résume très fort, bah, on a parlé ici de ce qu'est le modèle View Controller, le MVC en lui-même. On a expliqué aussi l'aspect routage, donc partir d'une URL du navigateur vers le contrôleur qui affiche ensuite la page web, et tout ça en utilisant des conventions de nommage. Donc ça, je pense que c'est un point important aussi à signaler. On a parlé aussi de tout ce qui est utilisation de la syntaxe, Razor, des helpers, pour nous simplifier la vie, de l'affichage des données via le viewback, le viewdata, la sécurité. Voilà, je ne sais pas si tu souhaitais ajouter, Christophe peut-être, tu souhaites ajouter quelque chose ? Ouais, toujours au niveau du livre, hein, que je vous invite vraiment tous à acquérir. Petite annotation qui est sympathique dans le bouquin, c'est qu'il y a pas mal d'exercices. Et comme dans tous les bons bouquins de vacances, à la fin, il y a les résultats. Donc on peut aller résultats l'anti-sèche. Donc voilà, c'est encore un truc que j'ai pas dit tout à l'heure. Donc très très bon bouquin. Merci de le mentionner, Christophe. Hein, c'est vraiment écrit que c'est une formation en fait. Donc il y a notamment les exercices après les explications et puis à la fin du livre les corrections pour si on bute. Ouais. Mais je pense que tu n'as pas eu besoin des corrections. Ah oui, moi j'ai besoin de tout. Je vais jusqu'au bout. Alors j'ai pas vu l'horoscope et tout ça. Je tiens aussi, non, par rapport, en fait, je connaissais quand même un petit peu pour des web API et je vais un peu rendre une chandelle à deux amis qui est Renaud Dumont et Arnaud Van de N2 qui m'avaient expliqué déjà. J'avais déjà beaucoup travaillé avec eux et ce bouquin après il appuie énormément ce que j'avais appris. J'en ai appris beaucoup, hein, je t'avoue. Mais voilà, j'avais déjà découvert un petit peu avec les deux copains de Mons, de Mick. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir lu ce livre, d'en avoir fait votre retour et d'avoir prévu ce podcast. À l'avenir, je compte, comme j'ai dit, en sortir d'autres. Donc le prochain sera sur Angular. Et je compte faire enfin, pour la promotion de ce livre Angular, avoir une réduction très importante pour tous ceux qui seront intéressés, donc les premiers lecteurs. Et pour ça, simplement, il y a une page Facebook pour ce livre Learn ASP.NET MVC. Et si vous allez dessus et que vous êtes dans les j'aime, vous serez prévenu à la sortie du Angular avec un lien qui vous permettra de l'avoir avec une extrêmement forte réduction, ce livre sur Angular. Ouais, tu viendras nous en parler. Avec plaisir. Et justement, tu parlais d'adresse Facebook. Si on veut prendre contact avec toi, si on veut te suivre, sur quelle adresse peut-on aller ? Est-ce qu'une adresse Facebook, un blog, Twitter ? Oui, alors il y en a beaucoup. J'ai ma page Facebook, donc on peut me chercher par mon nom. Sur Twitter, c'est très simple, c'est twitter.com/EPO. Et sinon, donc j'ai créé une page Facebook pour ce livre-là. Je pense que j'en créerai une pour la série, mais c'est à venir. Rien qu'en tapant le titre du livre, on trouve plein d'endroits où on peut me contacter aussi. Et il y a une adresse email qui est mentionnée dans le livre, et sinon qui est books@aweil.fr, qui permet aussi de me contacter par mail. Ok, un grand merci en tout cas, un grand merci pour ta présence avec nous aujourd'hui, pour cette présentation en tout cas pour moi très intéressante. Je pense que beaucoup de gens vont s'y retrouver là-dedans dans ce qu'on a fait aujourd'hui aussi. S'il n'y a rien d'autre à ajouter, je ne sais pas si pour toi Arnaud, pour toi Christophe. Non. C'est parfait, félicitations et longue vie au podcast DevApp. Merci à toi. Extrêmement utile. Je souhaite en tout cas de bonnes fêtes de fin d'année parce qu'à mon avis, je pense que ça sera probablement le dernier podcast pour cette année 2015. Donc, bonne fête de fin d'année à tous nos auditeurs, qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, ça c'est très bien. N'hésitez pas, si vous écoutez cette émission, de nous laisser un message dans les commentaires pour dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez éventuellement avoir comme sujet de podcast dans un prochain épisode, ou vous nous envoyez un tweet évidemment pour nous soutenir. Un grand merci en tout cas. Merci beaucoup, bonne fête à tous. À bientôt, ciao. Merci bien, à bientôt, au revoir.